Le premier essai nucléaire sous-marin a été conduit par les États-Unis en 1946 dans le Pacifique. L'opération, baptisée Crossroads, consistait en deux essais distincts, Able et Baker, réalisés sur l'atoll de Bikini dans les îles Marshall. Le point culminant fut bien sûr l'essai Baker qui eut lieu le 25 juillet en 1946. Une bombe atomique connue sous le nom de Hélène de Bikini, d'une puissance de 23 kilotonnes, a explosé à 27 mètres sous la surface de l'eau. L'explosion a été décrite comme étant aussi impressionnante que terrifiante. C'était un sinistre témoignage de l'incroyable puissance de l'ère atomique. Après l'explosion, une énorme colonne d'eau radioactive s'est formée, atteignant la hauteur incroyable de 2 km. À sa base, la colonne avait une largeur de 550 mètres. L'explosion a provoqué des vagues qui ont atteint la hauteur stupéfiante de 30 mètres près de l'épicentre. En se déplaçant, évidemment, elles ont perdu de leur énergie et 9 vagues d'environ 5 mètres de haut ont atteint les côtes de l'atoll. Enfin, ça aurait été suffisant pour causer de sérieux dégâts si quelqu'un avait vécu dans le coin. Mais seuls des navires militaires se trouvaient là. Les vagues les ont rejetés vers les plages de l'île et recouverts de fragments arrachés au fond marin. Ces explosions étaient d'une puissance effroyable. Heureusement, les essais nucléaires sous-marins ont été interdits par 2 traités internationaux, en 1963 et en 1996. Mais en réalité, les océans se moquent bien des bombes nucléaires. L'arme humaine la plus puissante ne signifie rien pour eux. Oui, je parle bien des conséquences, poussière ainsi que déchets radioactifs. Bref, j'ai compris pourquoi aucun être vivant ne meurt dans l'océan après une telle explosion. Oui, je sais, cette intro était un peu longue, mais il fallait bien que je plante le décor. Bon, je me sers un café et c'est parti. Voici un rappel discret de liker la vidéo si ça ne vous dérange pas. Et maintenant, revenons à nos moutons, car cette vidéo va être passionnante. Bien, avant tout, il faut déterminer quelles ont été les conséquences de l'explosion de Hélène de Bikini. Comme je l'ai déjà dit, elle a créé d'énormes vagues, dont 9 ont atteint les côtes. Grandes masses d'eau, bateaux rejetés sur le rivage, couverts de sable et d'algues. Près de l'épicentre, les vagues étaient plus grandes, et à une distance de 230 mètres se trouvait l'USS Arkansas, un cuirassé américain de 27 000 tonnes qui avait servi de cible. Selon des témoins oculaires, il a été fracassé comme par un énorme marteau venu d'en bas. L'énorme vague a renversé le navire qui a ensuite été poussé vers des eaux peu profondes par la colonne d'eau soulevée par l'explosion. D'ailleurs, d'autres navires visibles sur le site de l'explosion ont été utilisés de la même manière. Certains ont été engloutis et d'autres étaient remplis d'animaux, cochons, rats, moutons. Ils ont servi à étudier comment les radiations affecteraient l'équipage si des humains devaient un jour se trouver à proximité durant l'explosion d'une telle bombe. Lors des tests, il n'y avait personne à proximité. Avant le déclenchement de la bombe, tous les habitants ont été déplacés. On leur a promis qu'ils pourraient revenir une fois les tests terminés, mais plus personne n'habite là. En 1972, une centaine de résidents sont revenus sur l'île. Cependant, des scientifiques ont relevé un niveau dangereusement élevé de strontium 90 dans l'eau d'un puits en mai 1978, et les résidents présentaient une concentration anormalement élevée de césium 137 dans leur corps. Les niveaux de radiation étaient trop dangereux et les gens ont été à nouveau évacués en septembre 1978. De nos jours, l'atoll est parfois visité par des plongeurs et des scientifiques et par différents gardiens. En fait, il y vient même des touristes, mais il est impossible d'y demeurer. Le problème est que les essais ont été menés trop près du rivage, à une profondeur de 27 mètres seulement. Si la bombe avait explosé en pleine mer, les conséquences auraient été totalement différentes. Par exemple, parlons à nouveau des vagues. Les explosions ont créé certaines des plus grandes vagues jamais vues sur Terre. Les ondes qui suivent l'explosion d'une bombe nucléaire sont souvent décrites comme des ondes de choc, et elles sont très différentes des ondes ordinaires. Contrairement aux vagues habituelles, causées par le vent et les marées, ces vagues sont créées par le déplacement rapide de l'eau sous l'effet de l'énergie et de l'explosion.
mais les paramètres sont nombreux. Par exemple, la taille et le type de charge explosive jouent un rôle, de même que la présence, la composition et la distance des surfaces réfléchissantes, comme le fond de l'océan. La profondeur, pour faire simple. Si une explosion se produit dans des eaux peu profondes, l'onde de choc est limitée par la surface de l'eau et le fond de l'océan, ce qui crée un jaillissement en surface et des vagues énormes. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? L'essai Baker a créé une colonne d'eau de 2 km de haut car la bombe a explosé à une faible profondeur. C'est une autre histoire si l'explosion se produit sous un important volume d'eau. Lors d'une détonation en eau profonde, l'explosion forme une bulle de gaz chaud en expansion. La bulle crée une onde de choc qui se propage dans toutes les directions. Cependant, la profondeur l'atténue et la pression océanique peut provoquer un effondrement de cette bulle, générant des vagues oscillantes. Ces vagues sont beaucoup moins destructrices car elles n'atteignent pas la surface avec toute leur force. De plus, elles progressent moins rapidement. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'une explosion massive pourrait provoquer un tsunami? Étonnamment, non. Malgré la puissance d'une bombe nucléaire, elle ne pourrait pas déclencher un tsunami à proprement parler. En effet, mais au fait, comment se forment les tsunamis? Un grand volume d'eau est déplacé sur une vaste zone, généralement à la suite d'un séisme. Les explosions sous-marines déplacent l'eau dans une zone relativement petite et localisée. Même si la zone a un diamètre de 500 mètres, c'est trop peu pour causer un tsunami. Ainsi, même les plus gros essais nucléaires sous-marins ne peuvent pas provoquer de tsunami. Au fait, 9 explosions sous-marines ont eu lieu avant qu'on les interdise. Outre l'opération Baker, déjà mentionnée, il y a eu l'opération britannique Hurricane, les opérations américaines Wigwam, Wahoo, Umbrella et Swordfish, ainsi que 3 bombes soviétiques. Par ailleurs, Wigwam a été le premier essai atomique dans les grands fonds marins et il reste le seul à avoir été réalisé à plus de 300 mètres de profondeur. À ce stade, on peut se demander pourquoi faire exploser des bombes sous l'eau? Je veux dire, on sait comment les armes nucléaires sont nées. La Seconde Guerre mondiale a pris fin, elle a été suivie de l'ère atomique et immédiatement, plusieurs pays se sont lancés dans une course aux armements. La logique était simple, si on a des armes nucléaires, personne ne nous attaquera, sauf celui qui possède également des armes nucléaires, ce pourquoi il faut produire autant d'armes que possible. Les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine sont devenus des puissances nucléaires entre 1945 et 1964. À cette période, de nombreux essais nucléaires ont eu lieu, et pas seulement sous l'eau, mais les essais sous-marins avaient leurs propres objectifs. Le principal consistait à évaluer l'impact des armes nucléaires sur les navires militaires. Il s'agissait de déterminer à quel point ces bombes pouvaient être destructrices si elles explosaient sous la surface de l'océan et sous la flotte ennemie. La connaissance des conséquences de ces explosions était cruciale pour les tactiques de guerre navale. En prime, ça permettait d'étudier les effets des radiations sur les écosystèmes marins, l'eau et l'atmosphère, et de démontrer la puissance militaire d'un pays. Mais l'océan et ses habitants se moquent-ils vraiment des explosions nucléaires? Ça semble absurde, on parle quand même de radiation mortelle. C'est vrai, mais les éléments radioactifs n'agissent pas de la même manière dans l'eau et dans le sol ou dans l'air. Imaginez, une bombe explose au-dessus du sol. Des isotopes radioactifs se mélangent au sol et aux débris, ils sont soulevés dans l'air et transportés par le vent avant de retomber. Ces retombées radioactives polluent le sol, les radiations pénètrent dans les plantes, puis dans les animaux. Bref, on a déjà expliqué tout ça. En revanche, les essais nucléaires sous-marins ont bien un impact négatif sur l'environnement local. Mais d'un autre côté, de nombreux éléments produits se dissolvent dans l'eau. Ainsi, un grand nombre d'entre eux se répandent sur une vaste zone, et la concentration est d'autant plus faible. Et la terre ferme n'est pas du tout affectée par ces processus. Les radiations restent limitées à l'océan. Certes, les explosions nucléaires nuisent à la vie marine, et elles polluent l'océan avec des substances radioactives. Mais les océans sont immenses, et l'eau est en perpétuel mouvement. Même si l'eau était polluée par les pires toxines qui soient, elle se mélangerait progressivement à l'eau non contaminée et la concentration retomberait à un niveau sûr. L'océan peut donc absorber des isotopes radioactifs.
Ils se mélangent à l'eau en profondeur, ce qui les dilue d'un facteur 100, puis ils sont transportés par les courants, ce qui les dilue encore davantage. Et le processus se poursuit encore et encore. Un bon exemple est celui de Tchernobyl, une catastrophe cauchemardesque, des niveaux de radiation monstrueux, des terres contaminées, des morts. L'explosion du réacteur a affecté le niveau de césium dans la mer Noire, à plus de 640 km de là. Les niveaux étaient 10 à 20 fois plus élevés que la normale après l'accident de 1986, ce qui semble très dangereux. Cependant, un tel niveau de césium ne nuit ni à la vie marine, ni à la nôtre. On peut se baigner dans la mer Noire, manger du poisson qui en provient et, si on le souhaite, boire son eau. C'est une mauvaise idée, mais uniquement car cette eau, bien trop salée, est imbuvable, rien à voir avec le césium. Oh, un autre point important, les armes nucléaires produisent des isotopes dont la demi-vie est courte. Ils se désintègrent en atomes moins dangereux bien plus rapidement que les isotopes libérés par une centrale nucléaire à la suite d'un accident. C'est pourquoi des gens vivent à Hiroshima sans problème depuis plusieurs dizaines d'années, alors que les niveaux de radiation sont encore très élevés autour de la centrale de Tchernobyl. Et puis, il faut savoir que les bombes de l'opération Crossroads étaient des bombes au plutonium. Le plutonium se dissout mal dans l'eau de mer, il se dépose au fond de l'océan et il y reste. Ça explique d'ailleurs pourquoi la concentration de plutonium dans nos océans est faible. On l'a mesuré dans les années 2000. Des mesures ont été effectuées à différents endroits de l'océan Pacifique, mais les niveaux de plutonium sont restés stables et ils n'ont pas dépassé la normale. Ainsi, les poissons se portent bien car ils nagent en permanence et ils peuvent s'éloigner des endroits pollués si nécessaire. Ils n'ont même pas besoin d'attendre que les courants marins nettoient la zone. Les animaux marins qui se trouvent à proximité de l'explosion sont les plus menacés. Eux risquent de mourir sur le coup, mais pas de la même manière que sur la terre ferme. Les explosions en surface brûlent la peau, elles arrachent des membres et elles dispersent des objets et des éclats dans l'air. Lors d'une explosion sous-marine, l'eau n'absorbe pas la pression comme le fait l'air, mais se déplace avec elle. La pression est plus intense et sur une plus grande distance, et lorsque l'onde de choc touche une créature sous-marine, elle a un impact sur les cavités de son corps. Avec pour conséquence une compression instantanée des gaz, l'obstruction des vaisseaux sanguins, la rupture des tissus internes. Les radiations n'ont pas le temps d'agir, la mort est aussi rapide que désagréable. En dehors de ça, après un essai nucléaire, la nature prospère. En 2017, des scientifiques ont découvert avec stupéfaction une abondance de vie marine dans le cratère de l'atoll de Bikini. Celui-là même qui, après les essais, a été déclaré zone radioactive et inadaptée à la vie. Mais personne n'a prévenu les poissons et autres créatures marines. En fait, l'impact des radiations sur la vie océanique n'a jamais été étudié en détail, et apparemment, les animaux marins y sont étonnamment résistants. Il suffit de comparer aux animaux étudiés après l'explosion de la centrale de Tchernobyl. On a observé des déformations et des mutations, mais la vie marine de l'atoll de Bikini n'a pas été confrontée à de telles choses. Enfin, presque pas. Les chercheurs ont découvert un riche écosystème dans le cratère, notamment des coraux de la taille d'une voiture, des centaines de bancs de poissons, dont des thons, des requins et des vivaneaux, ainsi que des crabes de cocotiers qui se nourrissent de noix de coco radioactives sur le rivage. À première vue, ces crabes, poissons et coraux semblent tout à fait normaux et en bonne santé, et certains coraux sont âgés de plusieurs dizaines d'années. Ça signifie qu'ils ont commencé à se développer 10 ans seulement après l'explosion des dernières bombes. Pendant que dans d'autres régions, les récifs coralliens sont détruits par la pollution ordinaire, la situation sur l'atoll semble remarquablement bonne et surprenante. Mais il y a un fait encore plus étrange. Le 17 janvier, en 1966, vers 10h30 du matin, les Espagnols ont vu quelque chose tomber du ciel, directement dans l'eau. Au cours des semaines suivantes, les journaux du monde entier ont évoqué une terrible catastrophe. 2 avions américains étaient entrés en collision pendant leur ravitaillement et ils avaient largué 4 bombes thermonucléaires B-28 sur la ville de Palomares. Certaines parties de 2 des bombes ont explosé au moment de l'impact.
répandant notamment du plutonium-239 mortel dans une vaste région rurale. Heureusement, les systèmes de sécurité électronique ont empêché l'explosion des bombes et elles ont été retrouvées rapidement. La troisième a atterri dans un cours d'eau en assez bon état et elle a été récupérée. Mais la dernière bombe a disparu. Elle a coulé à pic en un endroit inconnu. Perdre une bombe H. Imaginez l'absurdité et l'horreur d'une telle situation. La chasse à la bombe a commencé, et pour donner un ordre d'idée, l'ogive avait une puissance de 1,1 mégatonnes, l'équivalent de 1 100 000 tonnes de TNT. Il a fallu 3 mois à la marine américaine pour la retrouver. On a utilisé pour ça un sous-marin ultramoderne et un théorème peu connu du XVIIIe siècle, permettant d'exploiter des informations sur des événements passés pour calculer la probabilité qu'ils se produisent à nouveau. Ainsi, on a pu déterminer où chercher la bombe et, à l'aide du sous-marin, la retrouver. Mais il fallait encore la remonter d'une profondeur de 869 mètres. Pour ce faire, on a installé une sorte de ligne de pêche géante munie d'un énorme crochet, après quoi des plongeurs devaient la récupérer et la mettre à l'abri. Mais la bombe était équipée d'un parachute qui a décidé de faire son travail, ralentir sa cargaison et la rendre difficile à déplacer. La ligne de pêche s'est rompue et la bombe est retombée encore plus profondément qu'avant. Ce n'est que plus tard, avec l'aide d'un sous-marin robotisé, que la bombe a finalement été remontée avec son parachute et désarmée. Mais l'incident de Palomares n'est pas le seul cas de disparition d'armes nucléaires. En général, on finit par les retrouver, mais 3 bombes américaines ont été perdues à jamais. Elles sont quelque part, cachées dans un marais, un champ ou un océan. En fait, si on en sait autant sur les bombes américaines perdues, c'est parce que ces cas ont retenu l'attention. Mais ça a pu se produire ailleurs, au Royaume-Uni, en France, en Russie ou en Chine. Mais intéressons-nous à cette bombe qui a fini dans l'océan. Il s'agissait d'une bombe H tombée dans la mer des Philippines un 5 décembre en 1965. Ce jour-là, un bombardier, son pilote et une arme nucléaire ont glissé d'un porte-avions sans laisser de traces. Ils ont disparu. Ils ont coulé. La bonne nouvelle est que cette bombe, comme toutes celles qui ont disparu, ne risque pas de causer une explosion nucléaire. La mauvaise, il est peu probable qu'on la retrouve un jour. En général, ces bombes doivent être repérées visuellement, ce qui est extrêmement difficile. Pour commencer, il faut déterminer dans quelle zone se trouve la bombe, puis fouiller l'océan en plusieurs fois. Le processus est complexe et inefficace et il nécessite l'emploi de plongeurs ou de sous-marins. Une autre solution consiste à rechercher des pics de radiation, mais les bombes H sont peu radioactives. Elles sont conçues pour ne pas constituer une menace pour les gens qui les manipulent. Si une bombe nucléaire repose au fond de l'océan, selon les experts, elle ne constitue pas un danger. Elle n'émet pas de radiation et elle ne risque pas d'exploser. Elle se contente de rester là. Et l'océan l'ignore royalement. Tortue nucléaire. Pendant qu'on bombardait la Terre de bombes atomiques dans la seconde moitié du XXe siècle, les tortues du monde entier vivaient leur vie aussi paisiblement que lentement. Nul ne savait que ces terribles explosions avaient laissé une trace profonde sur leur carapace. Cependant, des chercheurs ont récemment examiné la carapace de tortues vivant à proximité de sites d'essai et de décharge de déchets nucléaires. Dans les couches de kératine, ils ont découvert des traces d'uranium anthropique provenant de retombées radioactives. La carapace des tortues se développe par couches, comme les cernes des arbres. Et tout comme un arbre, une carapace peut conserver des informations sur les événements qui ont affecté la région. Rayonnement en eau profonde. Cependant, les conséquences des essais nucléaires ne sont pas seulement visibles sur la carapace des tortues vivant à proximité des sites. Il y a peu, des chercheurs ont découvert des isotopes de carbone instables dans le corps d'animaux ressemblant à des crevettes et vivant dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont découvert que ces isotopes provenaient d'ogives nucléaires testées pendant la guerre froide. En d'autres termes, ces explosions menées au-dessus de l'océan Pacifique ont laissé des traces dans les intestins de minuscules crustacés à des profondeurs allant jusqu'à 11 000 mètres. Ça veut dire que les isotopes ont dérivé à la surface, qu'ils ont pénétré dans les organismes des créatures qui vivaient là,
et, via la chaîne alimentaire, finit par couler au fond de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que la teneur en carbone radioactif de ces crevettes indique qu'elles ont une longue durée de vie, plus de 10 ans. Par rapport aux crevettes qui vivent en surface, c'est énorme, mais c'est sans doute pas lié aux radiations. Une découverte inattendue. Les chances de trouver une arme nucléaire en pêchant sont faibles, mais pas nulles. Du moins, pour un homme qui plongeait au large des côtes de la Colombie-Britannique à la recherche de concombres de mer. Il est tombé sur un objet étrange de la taille d'un lit double. Dans un premier temps, il a cru avoir trouvé un ovni, mais il s'est souvenu qu'en 1950, un bombardier Convair 36B s'était écrasé dans le coin. L'avion testait sa capacité à transporter une bombe atomique. Visiblement, elle n'était pas terrible. C'est cette bombe que l'homme a trouvée. Cependant, elle ne contient sans doute pas de matériaux radioactifs, car ces essais étaient effectués avec des bombes inactives. Ça me paraît logique, pour éviter de perdre bêtement des armes aussi coûteuses. Vous me devez un like. À plus.